D'ailleurs, à propos du titre, je voulais faire remarquer que je me suis rendu compte un peu tard qu'il était assez énigmatique et qu'il n'était pas du tout révélateur de notre présentation. Donc j'ai intégré aujourd'hui un sous-titre qui s'appelle la place du corps équipé des militaires dans le jeu interactionnel. Et donc je vous expliquerai tout ça. Donc pour introduire déjà, contextualisons un peu. Alors je suis militaire de réserve, comme vous l'avez dit, et cette place de militaire en fait me permet de participer à ce qu'on appelle des missions Vigipirate et Sentinelle, donc qui sont des missions de surveillance et de dissuasion antiterroriste dans l'espace urbain en France. Donc c'est pour ça que je pense que les Français seront un peu plus à l'aise avec le sujet que les Canadiens, et c'est pour ça que j'essaie de cerner la chose. Et donc lors de mes premières missions, c'était notamment en 2011, j'ai pu constater qu'il y avait des regards, des propos et des attitudes qui étaient particulièrement inattendues à notre rencontre, donc notre rencontre en tant que militaire. Et donc ça m'a amené à poursuivre un travail en master, etc. et maintenant en thèse. Et donc dans le cadre de ce colloque, je propose en fait de présenter les spatialités observées lors d'interactions entre citadins et les militaires en patrouille, et particulièrement sur le rôle de l'équipement, de leur équipement en situation. Donc je voudrais brièvement revenir sur quelques définitions. Donc qu'est-ce que j'entends par spatialité? C'est-à-dire c'est l'ensemble des dimensions spatiales de l'interaction des individus, et notamment lorsqu'ils essaient de mobiliser des ressources qui soient idéales ou matérielles. Donc on peut penser notamment aux imaginaires. Quant aux interactions, donc ça je le tire évidemment de l'interactionnisme symbolique avec David Le Breton dans son livre, et donc c'est les relations interindividuelles, et notamment qui impliquent une symbolique corporelle entre les individus, donc par le regard, les mimiques, les gestes, etc. Quant aux équipements, là j'ai bricolé un peu une définition, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette chose-là. Personnellement, en géographie, je parle d'actant. D'actant, j'entends par actant la dimension opérative en fait qui agit. Alors un actant, ça peut être des objets ou des humains, mais là j'ai donné une définition. Donc c'est un ensemble d'éléments dont dispose une personne pour une activité, et qui peut justement être doté de cette capacité d'action, d'avoir un effet dans l'interaction. Je voulais aussi également souligner ma méthode, parce que justement, pour le coup, le corps du chercheur est vraiment en première ligne. Il est impliqué dans l'interaction et dans l'observation, dans le terrain. Donc c'est ce que j'appelle parmi d'autres de la participation observante, qui pour moi insiste sur l'aspect vraiment acteur avant d'être chercheur. C'est-à-dire que quand je suis en mission Vigipirate, je ne suis pas un chercheur dissimulé sous une tenue militaire. Je suis vraiment militaire d'abord, je réalise ma mission, et c'est après que j'adopte une attitude réflexive sur ce que j'ai fait. Donc je voulais insister sur l'observation in situ, en acte, en action. Ensuite, je voulais aussi souligner l'aspect flottant de l'observation. Alors ça, c'est un terme de Colette Pétonnet qui parle d'observation flottante, qui explique qu'on se laisse, on n'essaie pas d'être orienté par son objet de recherche, on essaie de rester assez ouvert, assez disponible, parce que sinon c'est vrai qu'on a tendance un peu à se focaliser sur des choses et à laisser passer d'autres éléments. Une attitude donc réflexive, donc ça je l'ai dit, c'est vraiment après la mission, après les patrouilles, etc. Je prends beaucoup de notes et j'essaie de revenir sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai fait, sur ce que les autres ont fait, etc. Et enfin, à côté de toutes ces observations, en situation ou non d'ailleurs, je mène des entretiens semi-directifs avec des passants, des habitants. Passants et habitants que je vais regrouper sous le terme de citadins, parce que passants, je l'attribue plutôt à des gens qui sont en gare ou dans les aéroports, comme il y a beaucoup de missions dans ces aéroports. Et habitants, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent à côté de sites protégés par des militaires, donc je pense notamment à des synagogues, etc. Donc pour ma présentation, je compte présenter en 3 points, 3 temps, la particularité en fait de l'équipement de ce corps appareillé ou équipé du militaire. Donc en commençant sur la mise en visibilité du corps, je vous expliquerai un peu après, sur leur équipement spécifiquement, leurs armes, et enfin je présenterai quelques situations d'interaction qui, selon moi, sont révélatrices de ce jeu interactionnel particulier avec les militaires. Donc tout d'abord, la mise en visibilité du militaire. Alors effectivement, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on retrouve des militaires dans l'espace urbain, or l'essence même des militaires c'est de se dissimuler au vu de l'ennemi, de se cacher et donc de se camoufler. Et là, la tenue justement concourt à cette dissimulation. Elle est tachetée, elle a plusieurs couleurs et elle renvoie notamment à des espaces essentiellement ruraux,
enfin ruraux, on va dire ruraux français ou de climat tempéré, vert, parce qu'il y a d'autres types de camouflage. Évidemment, vous avez des camouflages blancs pour la neige, vous avez des camouflages plutôt sable pour le désert, mais en l'occurrence, vous voyez là, c'est vraiment, ça renvoie à la forêt. Donc, comme je disais, ces couleurs de la tenue renvoient à ce que un groupe du C2SD, donc le C2SD, c'est un centre de recherche en sciences sociales de la défense, ils appellent un territoire de compétences. Et donc, comme chaque armée, chaque institution a sa couleur, donc la police c'est en bleu, les pompiers sont en rouge, et l'armée serait en vert. Donc. Et donc, le fait de retrouver ces couleurs dans l'espace urbain dénote complètement avec l'univers urbain pour le coup, et donc ça rend visible ce qui par essence, par la formation des militaires, tend à être le moins visible possible. Donc là, je vous ai cité ce que disait un général d'armée à propos de Vigipirate et Sentinelle. Il disait, on vous a appris qu'il fallait voir sans être vu. Et ici, il faudra justement voir et être vu. Donc il faut vraiment se montrer. Donc quelques situations que j'ai rencontrées personnellement sur le terrain. J'aurais pu mettre beaucoup de texte, mais je me suis dit que c'était pas la peine, donc je vais vous les faire à l'oral. Donc des situations où on suscite l'attention. Donc évidemment, en gare et en aéroport, moi j'ai beaucoup rencontré des situations où c'est des parents qui disent à leurs enfants ah, est-ce que tu as vu les militaires, t'as vu, ils sont là pour te protéger, etc. Donc il y a vraiment la volonté de dire, voyez, tu vois, ils sont là, regarde-les, etc. On les voit bien. Donc ça c'est assez commun finalement, mais je voulais le souligner. Pareillement où j'ai mis où l'on ne peut pas ne pas nous voir. Alors c'est des situations, comment dire, en fait c'est déjà arrivé où des situations en gare où il y avait des personnes en terrasse de café qui lèvent les mains comme ça en nous voyant passer. Et donc nous particulièrement ça a tendance à beaucoup nous énerver parce qu'on se dit ouais ils se moquent, etc. Mais vous voyez justement c'est dire vous voyez on vous a vu et on vous montre. Ah non c'est pas celui-là, excusez-moi je me trompe. Ça sera la suivante, ça sera celle-ci, l'on nous montre que situation. Je me demande si c'est le bon PowerPoint. Bref, c'est pas grave. Situation où on nous montre que l'on nous voit justement, donc c'est situation où justement on montre qu'on est vu, on lève les mains, etc. Et donc la seconde, excusez-moi, on ne peut pas nous voir, c'est-à-dire on était dans l'aéroport après vous savez, le passage frontière, juste après le PAF, en fait, le contrôle frontière, et on était là, en fait, les policiers nous avaient dit, vous avez qu'à vous mettre là, donc c'était très sympa, et donc on s'était mis dans le couloir, on attendait, et donc forcément on voyait les gens qui allaient embarquer. Et donc les gens sont obligés de nous voir et de dire ouais bonjour, alors que d'habitude ils ne nous voient pas. Et je me souviens particulièrement d'une situation où une jeune femme passe comme ça et en nous voyant elle était assez surprise, assez vraiment corporellement elle s'est renfermée, elle s'est mise comme ça la tête baissée. Et il y avait un de mes collègues qui lui avait dit mais il faut pas avoir peur mademoiselle, et justement elle était là un peu avec étouffée, elle disait non c'est bon j'ai pas peur, mais elle allait assez vite. Donc on a vraiment senti un malaise même si elle nous disait le contraire. Donc, selon les perceptions et les représentations, nous renvoyons les militaires à des référentiels différents. Des référentiels différents des militaires, c'est un peu de répétition. Donc ici, la protection, souvent les enfants disent voilà, ils sont là pour te protéger. L'intimidation, parce que comme je le disais dans l'aéroport, on a tendance parfois à intimider, et on se retrouve un peu à se renfermer sur soi. Ou la dérision, les mecs en terrasse sont là, beaucoup, nous on n'a rien fait, voilà. Donc vous voyez, cette mise en visibilité, elle souvent elle est signalée, et donc que ce soit verbalement, ou que ce soit indirectement des parents aux enfants, voilà, donc on sent en patrouille qu'on est visible. Maintenant je voudrais parler un peu plus de l'arme. Alors, l'arme, je voudrais d'abord dire que l'équipement du militaire, il est assez imposant. On a donc, je vous ai fait une petite liste avant, on a sur notre équipement, on a des gants noirs, un casque, un gilet pare-balles, un gilet de combat. Donc le gilet de combat, c'est ce que vous pouvez voir sur l'image là, dans lequel on a plein de choses, donc les chargeurs de l'arme, on a une radio, une trousse de soins, une matraque, du lacrymogène, enfin bref, plein de choses, des effets personnels. Et on a ce fameux FAMAS. Donc pour vous montrer un peu mieux comment ça se présente en patrouille, voilà, là c'était des soldats de mon régiment qui étaient devant une synagogue, et donc voilà, ça se porte devant, donc le canon vers le bas d'ailleurs, c'est une règle de sécurité de l'arme, mais vous allez voir que la petite particularité du canon vers le bas a son sens, ce que je vais expliquer un peu plus tard. Donc vous voyez, ça se plante comme ça, et donc effectivement c'est assez ostensible, et l'arme va avec le corps, elle est mise en devant. Donc comme le militaire, l'arme est mise en visibilité, elle est remarquée, et là je vous ai mis aussi un extrait d'une citation que j'avais notée en gare de Nantes aussi,
justement, on commençait la patrouille et je sors de la police parce qu'on était accompagné de policiers cette fois-ci. Et donc je mets mon chargeur sur mon arme un peu discrètement, mais à ce moment-là, il y a une dame qui passe et qui m'a regardé avec des yeux complètement écarquillés et qui n'avait le regard que sur mon arme et sur ce que je faisais avec. Et donc je me suis senti un peu... j'avais un peu honte d'avoir, finalement, de lui avoir montré, quoi. J'aurais peut-être dû le faire avant, etc. Et donc je me suis dit qu'en fait, cette présence de l'arme était vraiment... elle a été mise en visibilité par nous, et donc elle a été forcément beaucoup remarquée. Mais ça, donc j'ai essayé de le confirmer lors de mes entretiens, et donc j'ai essayé de faire des parallèles avec la police, avec les gens que j'ai rencontrés, parce que tôt ou tard, à un moment d'entretien, les personnes venaient à me dire, plus ou moins franchement, oui, vous savez, l'équipement des armes, etc., enfin leur équipement, on le voit beaucoup, etc. Mais moi je disais, oui, mais la police, ça c'était un peu un piège, hein. La police, ils ont bien reçu une arme, etc. Et donc ils me disaient, oui, mais non, on la voit beaucoup moins, celle des militaires est beaucoup plus impressionnante, etc. Effectivement, la police, c'est des armes de poing, ça se range, vous savez, à la ceinture, alors que nous, effectivement, c'est très mis en avant. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la mise en scène de l'arme. Et je me suis également rendu compte que ça, l'arme véhiculait, on va dire, des représentations et des imaginaires. Notamment, donc c'est très intéressant, on en parlait avec quelques-uns hier, et je leur ai dit, moi je parle des militaires en patrouille, et ils m'ont dit, ah, ceux avec leur arme comme ça, et ils ont fait le geste comme ça. Et j'ai retrouvé ce fameux geste-là dans des interviews. Donc là, c'est carrément, ils portent comme ça l'arme. Et ça m'a particulièrement marqué parce que, moi qui suis militaire, le port de l'arme comme ça n'existe que lors de situations de parade ou de défilé. Et comme je vous disais, le canon vers le bas, c'est la posture patrouille. Donc c'est ce que vous voyez sur l'image. On voit l'image est un peu noire, mais vous voyez sur la posture patrouille, le canon est vers le bas, orienté. Voilà, on ne pointe pas. Alors que sur l'image de gauche, on voit c'est le défilé, c'est l'image vers le haut, etc. Donc certes, c'est porté devant, mais plusieurs de nos troubliens ont fait aussi ce geste-là de porter en haut. Donc je me suis dit, il y a une confusion dans les esprits. On mobilise ce qu'on connaît pour parler des militaires de Vigipirate, mais on mobilise un ensemble d'univers ou d'éléments des militaires en général. Donc ça, c'est un détail qui, pour moi, montre que justement, on mobilise plein d'éléments de tout ce qu'on connaît pour parler des militaires de Vigipirate précisément. Pareillement, je me suis rendu compte aussi que ça avait une valeur parfois il y avait des éléments culturels qui ressortent. Alors là, je vais préciser, en fait, je pense qu'effectivement le rapport à l'arme en France est clairement différent avec le cas nord-américain. Alors je ne connais pas particulièrement les représentations, la valeur que vous attribuez, vous Canadiens ou Québécois, aux armes, mais du moins du point de vue français, l'Amérique du Nord a un rapport complètement différent aux armes. Donc je voulais quand même préciser une petite différence. Donc valeur culturelle, pourquoi? Parce que Wolfgang Sophky, dans son traité de la violence, explique que ça a une valeur culturelle et symbolique très forte, et que en plus de cela, ça renvoie aussi au savoir-faire de sa manipulation. C'est pas juste l'arme en soi et pour soi, c'est aussi celui qui la porte. Et en l'occurrence, je me souviens à Nice de deux jeunes anglaises ou britanniques, enfin du moins anglophones, qui est arrivées et en arrivant dans l'aéroport, elles nous ont vus et elles étaient comme ça, oh my god, it's scary. Et elles étaient je me souviens que c'était vraiment le regard, pas d'effroi, peut-être pas quand même, mais elles étaient vraiment apeurées. Et je me suis dit que voilà, il y avait justement que l'arme véhiculait une symbolique de la violence, et donc moi ce que j'ai appelé personnellement des référents de la violence, donc les armes entre autres. Donc il y a un imaginaire du militaire et un univers de sens véhiculé par les armes selon moi. Donc au regard de ces deux éléments, la visibilité du corps du militaire par son vêtement, etc., sa tenue, les couleurs qu'il porte et l'arme qu'il met en avant, je voulais vous présenter quelques situations d'interaction que j'ai pu rencontrer. Donc il y a déjà des éléments que j'ai vus dès mes premières années de master en mission, que j'ai essayé de schématiser sur ce tableau. Donc vous avez trois cas, pardon. Donc l'arrêt, l'évitement et le contournement. J'essaierai de parler de l'arrêt et de l'évitement, parce que j'ai d'autres choses aussi à présenter après. Pardon. Donc l'arrêt, j'ai déjà rencontré des situations d'arrêt donc évident, c'est-à-dire la personne arrive dans l'aéroport, elle marche, elle va faire son checking, et elle nous voit, et elle s'arrête, et elle nous laisse passer, et on reprend la patrouille. Donc ça c'est assez fréquent, c'est-à-dire que c'est un peu... Je faisais des comparaisons avec l'éthologie en master, et bon c'est peut-être de moins en moins valable, mais il y a des éléments comme ça qu'on trouve en éthologie où finalement c'est
il y a une distance d'arrêt, en voyant quelque chose, on s'arrête, et une fois qu'on a un peu remis on va dire ses idées en ordre, on repart, mais parce que c'est un peu plus de la curiosité, donc on s'arrête. Concernant l'évitement, là c'est plus des évitements moins par le corps, mais c'est des évitements du regard, c'est-à-dire que à la gare de Bordeaux, je faisais des observations, j'allais régulièrement à la gare et je suivais les patrouilles et je voyais, en fait je suivais les patrouilles sans les regarder, je regardais les gens qui étaient autour et je me souviens bien de gens qui sont comme ça et qui voient les militaires arriver et ils se mettent de dos. Il y a une mise à distance par le corps, on se tourne, on évite du regard et même on se met dos aux militaires pour ne pas les voir, donc on évite complètement la patrouille. Pareillement, donc là je bascule, j'arrête avec les mouvements d'arrêt et les évitements. Je voulais vraiment parler des interactions focalisées. Donc interactions focalisées, je tiens ça, c'est Erving Goffman qui en parle. Donc qui parle des interactions focalisées en opposition aux interactions non focalisées. Donc c'est-à-dire les interactions focalisées, c'est des relations d'échange verbal à deux ou à plusieurs, alors que les interactions non focalisées, c'est ce qu'on pourrait associer à ce qu'on appelait tout à l'heure de la coprésence, c'est-à-dire qu'on est au même endroit ensemble et c'est plus de l'inattention polie. Quand on se croise dans la rue, on se rentre pas dedans parce qu'on fait attention les uns aux autres et poliment. Et donc on interagit pour passer sans se rencontrer. Là, les interactions focalisées, c'est des situations où justement des usagers, des passants, des habitants viennent voir soit les militaires, soit la police qui les accompagne, et donc il y a un échange à ce moment-là. Donc je voulais vous présenter quelques situations, donc notamment la première où on cherche à garder ses distances. Ça, c'était une situation que j'avais rencontrée à la gare de Bordeaux, non, à la gare de Nantes, pardon, excusez-moi. Donc là, je vous ai fait une petite typologie où la police qui nous accompagnait est allée voir un agent SNCF à propos d'un problème technique sur les trains, etc. Donc nous on suivait, on était avec la police. Et à ce moment-là, derrière nous militaires, nous qui étions en rouge là, un usager arrive et il s'arrête à notre niveau. Donc au lieu de faire le tour, etc., il s'arrête à notre niveau et s'adresse de l'autre côté, en fait carrément à l'agent SNCF. Donc il était comme ça un peu, excusez-moi, c'est par où? Et moi j'étais surpris, j'étais en train de me dire, mais vous pouvez passer sur le côté. Enfin, dans ma tête, j'ai rien dit évidemment, mais je me suis dit, vous pouvez passer sur le côté. Et il y avait un peu vous savez, je reste comme ça, mais avec le corps j'avance, quoi. Excusez-moi. Donc au lieu il y a vraiment l'impression qu'il y a des sphères, un peu ça c'est les proxémies de Hall, sur la dimension cachée, il explique qu'il y a des différentes sphères individuelles et qu'il y a certaines sphères qu'on ne peut pas pénétrer. Donc ça, je voulais montrer on conservait ces distances même dans l'interaction parfois, et qu'on ne pénétrait pas cette espèce de dispositif militaire et policier de corps quoi, qui évolue. Pareillement, on veille aussi à répondre à des formes de chorégraphie de l'interaction. Alors ça plaira aux danseurs notamment. Alors j'espère que je ne vais pas trop les heurter parce que j'ai des interprétations assez différentes, mais donc effectivement, lors d'interactions focalisées, j'ai pu observer que les gens avec nous avaient une sorte de chorégraphie assez normée de l'interaction que je voulais illustrer ici. Donc d'abord, dans le premier temps, on voit, je répète, hein, les trois petits points rouges, c'est vue de plan, c'est les militaires, et les deux points bleus, c'est la police devant. Et donc on a un petit point noir qui représente un usager, un passant que j'ai pu observer. Donc là, j'étais pas en patrouille par contre. Cette fois-là, j'étais vraiment de l'extérieur. Je voyais c'était devant la gare de Bordeaux, où on a un usager qui arrive, qui veut avoir une information auprès de la police, qui approche, donc qui va à la rencontre. Les policiers sont avenants, donc voilà, il y a une discussion avec police passant. Et je vous ai mis par des petits pointillés, en fait, le fait que les militaires, comme c'est des choses que les policiers traitent, ils restent un peu entre eux et voilà, ils sont un peu à l'écart, jusqu'au moment où il y a un militaire qui va voir un policier qui dit, qui rentre dans l'interaction. Et là, c'était assez surprenant, ça m'a particulièrement remarqué. On voit la personne qui, au moment où le militaire arrive, sort en fait indirectement, il conserve le regard avec la policier, on reste poli quand même, on s'enfuit pas en courant quoi, mais on essaie de sortir de l'interaction, on dit voilà merci beaucoup de votre information et on garde le contact. Et donc j'ai une espèce de pirouette où finalement il marchait à reculons tout en gardant le contact avec la police. Donc on garde le contact visuel. Et puis évidemment la fin de l'interaction. Donc tous ces petits éléments, c'est vraiment un décortiquage des situations d'interaction où on voit des mouvements du corps, où je recule, j'avance. Et c'est vraiment ce que je voulais illustrer ici. Et donc je voulais dire que justement l'arrêt, l'évitement, la normalisation des interactions, la conservation des distances avec et par le corps était pour moi assez significative
justement de ce rapport qu'entretiennent citadins et militaires. Donc pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long, je ne sais pas trop quel temps j'ai mis. Je voulais dire que donc, le corps équipé des militaires renvoie donc à un territoire de compétences, à des représentations et parfois à des imaginaires qui seraient intéressants de creuser, qui ont juste transpiré dans les entretiens mais que j'ai pas vraiment approfondi, et donc qui laisse supposer une reconfiguration de la relation à l'espace des citadins coprésents avec les militaires, et donc de la place que ces citadins attribuent aux militaires. Je parle de reconfiguration de la relation à l'espace parce que c'est ce que dit après ensuite David Le Breton. En fait, on constitue en situation, en action, notre rapport au monde. C'est-à-dire qu'il évolue tout le temps, perpétuellement, dès qu'il y a des rencontres, etc., on refait sens avec ce qu'on voit, avec ce qu'on rencontre. Et pour moi, ça transpire particulièrement bien dans ces rencontres entre militaires et citadins. André Frédéricoviu, lui, parle d'un remaniement des éléments référentiels. Donc c'est tout notre bagage, notre boîte à outils qui est complètement remanié à chaque fois en situation afin de faire sens de notre rapport au monde. Donc pour finir et citer David Le Breton, ces situations observées illustrent selon moi la construction du sens dans le moment d'interaction, la capacité pour l'acteur de se comprendre et de se rendre compte de son action, et de constituer ainsi la réalité, de renégocier en permanence son rapport au monde. Je vous remercie.